Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Eh bien, merci de vous être inscrits à notre webinaire intitulé « Le cours noyau au lycée pour renforcer les apprentissages ». Donc, ce webinaire portera sur le cours noyau au lycée et sur sa mise en œuvre dans notre manuel d'histoire seconde paru dans la collection Le Quintrec. Je suis Julie Berthet-Amara, je suis éditrice aux éditions Nathan, département secondaire. Et je suis en compagnie de Patrick Marquez, coordinateur pédagogique, et de Guillaume Le Quintrec, le directeur de l'ouvrage. Ils se présenteront bien sûr dans quelques instants plus précisément. Eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire. Est-ce que tout le monde m'entend bien et me voit bien? Surtout si vous avez des petits soucis techniques de connexion sur la visio, sur l'audio, n'hésitez pas à nous mettre un petit message. Alors, pour l'instant, tout le monde arrive tranquillement. Je vais laisser un petit peu de temps à tout le monde pour se connecter. Et en attendant, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler ce cours. Donc, l'idée, c'est que ce soit un temps d'échange. Et donc, la présentation prévue par Guillaume et Patrick sera ponctuée de plusieurs temps d'échange au cours desquels nous répondrons à vos questions. Plusieurs d'entre vous nous ont déjà communiqué leurs questions lors de leur inscription au webinaire. Donc, pas d'inquiétude, nous y répondrons. Mais vous pouvez aussi, tout au long de cette présentation, nous envoyer vos questions au moyen de l'onglet « Questions » qui se trouve à droite de votre écran. Donc, dans les coulisses, nous avons Carole, la directrice éditoriale, et Juliette, notre responsable marketing, qui s'occupe de réceptionner vos questions et de nous les transmettre. Alors, si on n'a évidemment pas le temps de répondre à toutes les questions, bien évidemment, on n'y répondra pas tout de suite, on vous enverra un mail. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on échange un maximum sur la pratique pédagogique du cours noyau pendant ce webinaire. Vous recevrez dans les jours qui suivent un mail avec un replay de ce webinaire et surtout, si cela vous a plu, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues. Alors, voyons, est-ce que tous les participants sont présents? Je pense qu'on va pouvoir quand même démarrer parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Donc, je laisse la parole à Guillaume Le Quintrec et Patrick Marquez afin qu'ils se présentent et puis qu'ils vous expliquent l'origine de leur duo et de leur présence à ce webinaire autour du cours noyau. Merci Julie. Merci Julie. Chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Guillaume Le Quintrec. Je dirige depuis 25 ans chez Nathan une collection de manuels d'histoire pour les lycéens. Bien sûr, le programme de seconde n'a pas changé, mais les conditions d'enseignement en tronc commun ont quand même beaucoup changé. Et les professeurs ont plus de liberté maintenant pour traiter le programme et évaluer leurs élèves. Et c'est pourquoi on a voulu faire un nouveau manuel d'histoire de seconde, adapté à la réalité de la seconde. Et c'est pourquoi aussi j'ai proposé à Patrick Marquez, l'inventeur du cours noyau, de rejoindre l'équipe comme coordinateur pédagogique. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Marquez, directeur d'ouvrage aussi chez Nathan, mais en géographie, partie collège notamment, et coordinateur pédagogique en lycée. Et j'ai participé aussi au manuel d'AGGSP. Alors je suis enseignant à plein temps dans un lycée à côté de Rennes, à Bru exactement, et puis formateur dans l'académie de Rennes. Donc je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous de pédagogie et puis d'innovation, parce que vous allez voir qu'il y en a quelques-unes dans ce manuel. Merci Patrick, merci Guillaume. Alors avant tout, on souhaitait vous proposer de lancer un premier sondage qui nous permettra d'en savoir un petit peu plus sur vos attentes. Donc voilà, un sondage va apparaître sur vos écrans. On vous laisse un petit moment pour y répondre. Très bien. Bon, je pense que là, on peut afficher, on va pouvoir avoir les résultats du sondage.
Très bien. Eh ben, je vois qu'une majorité une majorité d'entre vous connaît déjà un petit peu le cours noyau, ou en tout cas en a entendu parler. Eh bien, nous espérons que ce webinaire répondra tout de même à vos attentes sur le sujet. Donc, pour commencer, pour rentrer dans le vif du sujet, Patrick, est-ce que tu peux nous expliquer d'où est venue l'idée d'organiser les apprentissages autour d'un cours noyau? Oui, alors le cours noyau, en fait, c'est un raccourci très rapide. En réalité, il s'agit vraiment d'une longue conception d'une démarche pédagogique, alors qui est innovant, certes, pour l'histoire-géographie. En fait, c'est un dispositif qui est une réponse aux constats qu'on faisait sur le terrain, qu'on fait toujours d'ailleurs, notamment sur l'hétérogénéité croissante de nos élèves. Et pour le coup, la classe de seconde est vraiment une classe où l'hétérogénéité est très, très grande. Donc en fait, il s'agit de donner à chaque élève le temps dont il a besoin pour ses apprentissages et de différencier du coup les niveaux d'activité selon leurs besoins. D'où la question qu'on s'est posée à plusieurs, j'en reparlerai, c'est comment peut-on agir en fait sur l'organisation pédagogique de nos séquences pour donner du temps aux apprentissages. Et c'est ici qu'intervient le projet du cours noyau, qui a été initié par tout un groupe de formateurs de l'Académie de Rennes, dont j'avais la chance de piloter le projet, et qui s'est vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, appuyé sur des retours de terrain, de professeurs, de formateurs et d'IPR. Et ce projet, d'ailleurs, a été publié à travers 2 revues académiques que vous pouvez retrouver librement en ligne. La revue Cabotage, numéro 5 et numéro 6, pour les précisions. Alors, il faut savoir que ce projet aussi pédagogique s'appuie bien entendu sur des publications scientifiques, alors diverses et variées, dont on pourrait donner une grande liste, mais ça serait un peu pompeux. Je souhaiterais juste attirer votre attention sur ces travaux de chercheurs et de ces recommandations qui ont été éditées et présentées à l'occasion de la conférence de consensus qui a été organisée en 2017 sur la différenciation par le SNESCO et l'IFE, qui est vraiment une mine d'or pour nous en termes de recommandations. Voilà, alors pour bien comprendre cette démarche du cours noyau, tu peux aller sur l'autre diapo si tu veux, Julie. En fait, comment on organise habituellement nos séquences d'histoire? On a souvent un temps de découverte avec des dossiers documentaires, des études, puis on passe à une trace écrite et on termine finalement par une évaluation sommative. Et ensuite, une fois l'évaluation faite, on passe au chapitre suivant, parce qu'il y en a quelques-uns, notamment en classe de seconde. Mais finalement, les élèves ont très peu de temps finalement pour manipuler l'information qu'ils ont découvert, pour réutiliser les contenus qu'ils ont pu découvrir dans les différentes activités. Ils s'exercent peu finalement avec cette organisation-là, se trompent peu et donc finalement apprennent assez peu. D'autant que autant pour la construction de compétences d'ailleurs que pour la réutilisation des connaissances. Donc, l'idée, c'était que pour renforcer en fait l'efficacité des apprentissages, on s'appuie sur les travaux d'une chercheuse notamment qui s'appelle Alexia Forger, donc qui est chercheuse en sciences de l'éducation et qui nous invite en fait à organiser notre séquence en 3 phases successives que vous voyez sur la diapo, un avant, un pendant, un après, dont on reviendra plus longuement ensuite. Cela permet en fait de proposer aux élèves de nombreuses situations d'apprentissage qui vont permettre de solliciter régulièrement des contenus, des compétences et de construire finalement un véritable processus, vous voyez le terme itératif, alors plus simplement proposer en fait, si vous voulez, davantage d'opportunités aux élèves de s'approprier les connaissances et de développer leurs compétences de manière plus approfondie. Voilà, donc je laisse la main à Guillaume, j'ai déjà beaucoup parlé. Moi, j'ai découvert avec un très grand intérêt ces propositions de Patrick et ce concept du cours noyau, notamment en discutant avec les auteurs de mon équipe. Je me suis d'ailleurs aperçu que je faisais un peu du market sans savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, parce que j'ai toujours défendu un fonctionnement déductif. L'élève assimile d'abord un savoir de base et puis ensuite il peut l'approfondir sur le fond et dans les compétences. Moi, je pense que l'inductif ne fonctionne qu'avec énormément de temps et des très très bons élèves, et donc c'est un peu une utopie.
Et donc, on a repris, comme vous pouvez voir, on a repris ces 3 temps, l'avant, le pendant et l'après, dans l'organisation de notre nouveau manuel de seconde. Et ce cours noyau, donc, permet de s'assurer que tous les élèves maîtrisent les fondamentaux avant d'aller plus loin. Ce n'est pas du tout un cours au rabais, c'est une base de départ. Et après, on peut aller plus loin, à la fois, encore une fois, dans les thèmes et dans les compétences. Et en plus, ça permet de s'adapter au niveau de chaque élève, mais tout en restant dans l'exigence scientifique qui a toujours caractérisé notre collection. Voilà. Alors, je laisse Patrick vous présenter d'abord le dispositif pédagogique du cours noyau, puis après, on verra comment on l'a appliqué à notre manuel. Alors, Patrick, on va peut-être reprendre du coup les 3 temps dans l'ordre. Donc, tout d'abord, je crois que c'est le avant. Voilà, le avant, alors on va aller assez rapidement. Hein. Le temps 1 de cette démarche en cours noyau, encore une fois, c'est un raccourci. Donc, c'est une phase qui va être dite de réactivation. Donc, l'objectif est de réactiver, de tester les acquis de nos élèves. Donc, les acquis notamment qui vont être absolument nécessaires pour entrer dans le nouveau thème que nous allons aborder. Donc, ça permet en fait à chaque élève de faire remonter, de mobiliser, de mettre à la surface, si vous voulez, les matériaux qui seront ensuite utilisés. Et évidemment, ça permet aussi d'anticiper certains blocages, puisqu'on va pouvoir constater peut-être, très certainement, des lacunes éventuelles et surtout y remédier. Alors, il faut savoir que cette réactivation n'est pas du tout nouvelle. Hein. C'est une approche qui renvoie à ce qu'on appelle la pédagogie de maîtrise, qui a été développée notamment par Benjamin Bloom en 1968. Et selon cette stratégie de pédagogie de maîtrise, l'idée, c'est vraiment de s'assurer que les élèves ont les prérequis nécessaires et qu'ils peuvent les mobiliser pour démarrer une nouvelle activité, et on va justement les évaluer à travers des exercices un peu diagnostiques. Donc ensuite, on pourra proposer d'ailleurs des remédiations qui permettront à chacun de vraiment s'armer d'outils nécessaires et indispensables pour la suite. Voilà. Et donc nous, dans le manuel, au début de chaque thème, on a mis une double page réactivée qui permet aux élèves de remobiliser les connaissances qu'ils ont acquises dans les classes précédentes et de faciliter la transition entre le collège et dans cette classe de seconde. Donc, on a les grands repères chronologiques et spatiaux. On trouve les principaux acteurs historiques, les vocabulaires et les notions essentielles dans cette double page. Et puis, s'il y a un besoin de remédiation, excusez-moi, on peut télécharger les cours du collège qui sont à disposition des enseignants pour cette phase de réactivation. Voilà comment on a appliqué ça dans le manuel. Très bien. Et donc, on en arrive maintenant à ce fameux cours noyau. Donc, qu'est-ce que c'est exactement, Patrick ? Alors, si tu veux, le cours noyau, en fait, c'est de manière très simple le tronc commun à tous les élèves. Ce serait, si vous voulez, un socle fondamental et non réductible. Hein, vraiment, ce qu'on attend d'un élève de seconde et notamment en fin de seconde. Donc, le cours noyau, il est essentiellement centré sur les connaissances et les notions essentielles de la séquence. Tous les élèves vont découvrir ce cours noyau. Mais ce n'est pas à ce moment-là que l'on va faire un travail spécifique sur les compétences. Ça sera pour plus tard, on en reparlera. Alors pour nous, professeurs, il est très difficile à déterminer ce cours noyau, car nous avons tous des niveaux d'exigence différents. Je pourrais vous raconter d'ailleurs des débats enflammés entre des collègues en formation lorsqu'on leur demandait justement de s'accorder sur un socle commun pour tel ou tel chapitre. Hein. Tout le monde voulait glisser son mot de vocabulaire, ça date, c'était assez rigolo. Les programmes, en fait, bien qu'ils déterminent des points de passage et d'ouverture, ne nous permettent pas clairement de dire où placer la barre finalement du minimum vital, si je puis me permettre l'expression. Et donc, avec Guillaume et avec toute son équipe surtout, nous avons fait des choix pédagogiques et éditoriaux
pour déterminer ces cours noyaux. Et finalement, si je dois résumer, le cours noyau, c'est le minimum à connaître pour construire une culture historique. Et encore une fois, Guillaume en a parlé tout à l'heure, dans une logique de tronc commun. Hein, on est bien dans cette logique-là. Mais cela ne veut pas dire que les contenus ne pourront pas être approfondis ensuite, bien au contraire. Nous verrons qu'ils le seront et de manière différenciée à travers des activités qui seront proposées ensuite dans le manuel. En ce qui concerne la mise en œuvre du cours noyau, la phase de découverte du cours noyau est mieux adaptée, en tout cas pour le lycée, à un modèle transmissif. Cela peut se faire notamment par l'écoute active de la parole du professeur, de son récit, d'une courte vidéo, d'un exposé d'un élève, par exemple. Donc en fait, ça passe par là. L'idée aussi, c'est que le cours noyau, en fait, doit être clairement identifié dans le cahier de l'élève. C'est vraiment un temps spécifique avec un support spécifique. Et ce travail de consignation peut inclure, donc on l'a dit tout à l'heure, des prises de notes, des exercices, des supports spécifiques comme par exemple un schéma, une carte mentale, une carte géographique, etc., une chronologie. Donc, on a tout un tas de supports qui vont permettre d'identifier ce cours noyau. C'est un temps aussi où l'élève est assez peu en autonomie. Hein. La présence du professeur est absolument nécessaire. Ses explications, son accompagnement sont vraiment très, très importants pendant cette phase du cours noyau. Donc, ce n'est pas un temps de travail vraiment en autonomie. Toutefois, on peut aussi mettre les élèves en activité pour découvrir le cours noyau avec des exercices simples, sans aller trop loin, sans utiliser nécessairement de documents sources. Ils pourront consigner leur découverte par exemple sur des fiches d'activité ou autres, comme vous allez le voir avec Guillaume qui va vous présenter la mise en œuvre dans le manuel. Oui, alors dans le manuel, donc on a un premier bloc qui s'intitule cours, comme vous le voyez là sur la et là donc on trouvera les connaissances de base que tous les élèves doivent acquérir. Alors, les doubles pages cours, comme vous le voyez, se composent évidemment d'un texte, mais aussi donc de documents qui ne sont pas des sources, qui sont des infographies, des cartes, des schémas. Au fond, c'est un langage différent du texte pour dire la même chose ou pour le compléter. On fait appel à la mémoire visuelle de l'élève, mais là, on n'est pas dans un travail sur les documents sources. Donc, on a revu tous nos cours selon ce concept, en réfléchissant bien à ce qu'on voulait mettre dans cette base d'information. Et puis, comme l'a dit Patrick, pour les collègues qui veulent mettre un peu leurs élèves en activité au noyau, on propose des fiches d'activité dans le manuel numérique qui vont permettre cet actif du cours par les élèves. Et à l'issue de tout cela, on pourra consigner dans le cahier, dans le classeur de l'élève, ce cours noyau. Et puis, dans ce bloc cours, on a aussi une double page mémorisée, qui se trouve après les doubles pages de lui-même. Elle fournit aux élèves une frise, une carte de synthèse, un schéma de synthèse. Donc, on l'aide à se retrouver, au fond, à remobiliser ses connaissances avec ses grands repères, à la fois chronologiques et spatiaux. Et puis, on termine ce bloc cours noyau avec une double page vérifier ses connaissances, où là, donc, l'élève peut tester on voit s'il a bien fait son apprentissage du cours noyau. C'est une évaluation diagnostique, comme l'a expliqué Patrick tout à l'heure, qui permet un premier bilan sur la maîtrise ou non du contenu du cours noyau. Et puis après, on peut passer à la deuxième phase du travail. Merci Guillaume. Du coup, comme on a déjà vu un premier bloc,
je vous propose un petit temps d'échange et je vais donc regarder si vous avez posé des questions. Alors déjà une première question d'Aurélie qui porte sur la réactivation. Donc avant le cours noyau, on réactive, mais est-ce vraiment nécessaire? Est-ce que ce n'est pas une perte de temps? Patrick, peut-être. Répondre. Alors, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'en fait, vraiment, c'est un temps qui va être nécessaire pour les élèves pour vraiment mobiliser ce qui va être important pour la suite, se repérer. Ça va être un temps aussi où vous allez déjà anticiper sur les blocages qui vont pouvoir survenir. Donc, non, c'est pas une perte de temps. Au contraire, ça va être vraiment un temps qui va vous permettre d'améliorer les apprentissages de vos élèves. Après, si vraiment vous avez besoin de récupérer du temps parce que vous êtes très en retard dans votre programmation, on peut toujours proposer aux élèves de faire cette réactivation hors classe, mais il vous faudra forcément un temps de mise en commun et de dialogue évaluatif avec vos élèves pour savoir comment ça s'est passé, afin de pouvoir en fait leur proposer des remédiations si vous avez constaté des grosses difficultés. Donc, non, ce n'est pas une perte de temps, mais on peut aussi le faire autrement qu'en classe. Voilà. Très bien, donc je pense qu'on a bien répondu. Une autre question. Alors, une question de Rachel qui se demande. Alors, si je comprends, je vous lis la question. Si je comprends bien, le premier temps proposé de cours noyau est un temps descendant, type cours magistral, accompagné de documents, diaporamas, etc. Puis ensuite, des activités et des approfondissements. Est-ce que c'est bien ça? Ah oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On va revenir ensuite, hein, on va embrayer sur la deuxième phase de l'approfondissement. Mais oui, c'est le cours noyau, c'est tout ce qui est absolument nécessaire à tous les élèves avant d'aller plus loin. Patrick, tu veux ajouter peut-être quelque chose? Oui, quelque chose qui me tient à cœur aussi beaucoup, parce qu'on a tendance à opposer toutes les pédagogies parfois, hein, on voit ça sur les réseaux notamment, mais l'idée n'est pas d'opposer des pédagogies en remettant du magistral, l'idée est au contraire de prendre ce qui est intéressant dans toutes les pédagogies. Et la parole du professeur, elle est absolument nécessaire, d'expliquer les choses. Évidemment, il ne faut pas faire 6 heures de cours magistral, les élèves vont être overdosés, ça c'est sûr. En revanche, prendre le temps d'expliquer, de raconter par la parole du prof, c'est absolument nécessaire et ça doit être entrecoupé, pourquoi pas, d'exercices, d'une carte, d'une chronologie, d'une activité qui permette, encore une fois, de consigner tout ça. Donc l'idée n'est pas de faire du tout magistral, mais de redonner aussi un peu la parole au professeur parce qu'elle est précieuse, tout simplement. Voilà. Alors, une autre question qui, je pense que tu as en partie répondu, Patrick, mais c'est quand même lié. Donnez-vous aux élèves le cours noyau pour l'intégralité du chapitre d'un coup ou par une grande partie? Tu disais que tu interviens. Ah, d'accord, de l'intégralité du chapitre, c'est ça? Oui, est-ce qu'on donne le cours noyau en une fois, ce qui Alors, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle. L'idée, c'est qu'on ne veut surtout pas imposer quoi que ce soit à travers d'ailleurs la démarche du cours noyau ou à travers le manuel. Vous pouvez faire comme vous le voulez. Il y a des chapitres pour lesquels peut-être que le cours noyau est plus dense et que ça nécessite d'entrecouper par un temps d'activité important entre différentes parties. C'est possible. Mais l'idée du cours noyau, c'est de ne pas y passer non plus trop de temps. C'est que c'est une phase qui va pas assez vite, mais qui est quand même assez rapide parce qu'il faut se garder du temps. C'est ça qui est vraiment important pour les activités d'approfondissement qui viendront ensuite. Donc c'est un dosage, c'est un équilibre. Là, il n'y a pas de règle. Ça va dépendre aussi de vos élèves, du temps imparti, si vous êtes entrecoupé par un week-end dans votre chapitre ou par des vacances scolaires. Donc voilà, il n'y a pas de règle absolue, mais l'idée, c'est de ne pas non plus passer trop de temps sur ce cours noyau. C'est un temps qui va être quand même transmissif, très clairement. Voilà. Très bien. Et peut-être une dernière question. Le cours noyau, est-ce suffisant? Alors, Guillaume, tu voulais en parler vraiment ça... Non, je laisse l'inventeur du cours noyau répondre parce que c'est une oui, je te laisse la parole quand même. Mais alors ça, c'est un débat. Encore une fois, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur les débats animés qu'on a pu avoir dans les formations.
j'ai envie de dire que les programmes ne nous imposent pas justement ce curseur de voilà, qu'est-ce que le cours noyau. Et il sera très certainement différent dans tel ou tel établissement avec tel ou tel collègue. Nous, on a essayé de prendre parti pour un cours noyau qui est raisonnable mais ambitieux, très clairement, mais raisonnable. Hein. Guillaume vous l'a dit, les cours ont été réduits, relus, revus, etc., en gardant ce qui nous apparaissait comme absolument nécessaire pour une culture historique de tronc commun. Le cours noyau, c'est pas pour faire des historiens demain, voilà, si je dois caricaturer. Le cours noyau, c'est pour qu'on ait des élèves qui aient une culture historique solide, ambitieuse, même s'ils se destinent ensuite à des études qui ne seraient pas des études de sciences humaines. Voilà. Donc c'est suffisant, mais par contre, on s'en contentera pas, évidemment, que ce soit pour des élèves qui ont une certaine facilité dans la matière, pour des élèves qui veulent aller vers des études de sciences humaines, ou pour des élèves tout simplement qui adorent l'histoire et qui veulent en savoir plus, on va leur donner aussi à manger dans les activités d'approfondissement. Voilà, j'espère que je suis clair. Et on peut quand même préciser qu'on a fait un gros travail justement pour savoir ce qu'on mettait dans le cours noyau et ce qu'on fait ensuite à l'approfondissement. On a vraiment travaillé là-dessus et on espère vous proposer quelque chose de convaincant. Très bien, merci. Du coup, je pense qu'on va pouvoir logiquement enchaîner sur le temps d'approfondissement. Donc, je passe la parole à Patrick. Donc, on va continuer notre présentation de la démarche hein, et à chaque fois, on verra sa mise en œuvre dans le manuel. Donc, la deuxième partie de ce pendant, en fait, donc après avoir transmis le cours noyau, on va pouvoir passer à une phase d'approfondissement. Donc, ce deuxième temps, là, véritablement, c'est un temps de mise en activité des élèves pour réaliser ces tâches d'approfondissement. Donc, elles vont lui permettre de construire des capacités ou compétences qui vont être spécifiques à l'histoire-géographie. Guillaume vous le montrera tout à l'heure. Mais, et c'est là que c'est important, tout en s'appuyant sur les connaissances qui ont déjà été travaillées par le cours noyau. Donc, ces situations d'apprentissage sont problématisées. Donc, elles engagent l'élève dans une activité et elles vont consolider, c'est leur objectif, les connaissances du cours noyau et permettre la construction de compétences disciplinaires. Donc, il va y avoir aussi un approfondissement, Guillaume vous le montrera concrètement ensuite, un approfondissement qui ira même au-delà des attendus du cours noyau pour les élèves qui seront les plus à même d'y parvenir. Donc, en fait, cette partie approfondissement est un temps qui va vous permettre notamment de proposer une véritable différenciation avec des niveaux de difficulté qui vont être différents. Et les élèves les plus en difficulté vont rester sur des activités qui leur permettent de remanipuler les connaissances du cours noyau et ainsi consolider leur assimilation, mais sans approfondir réellement. Alors que d'autres niveaux, au contraire, vous l'avez compris, permettre d'aller très loin, beaucoup plus loin dans l'approfondissement des connaissances et des capacités travaillées. Donc voilà, c'est vraiment ce temps d'approfondissement qui va permettre de travailler de façon différenciée. Au collège, par exemple, on va jusqu'à mettre, par exemple, des plans de travail en œuvre. Ça, vous verrez ensuite comment vous pourrez le faire si vous souhaitez utiliser le manuel dans ce sens-là. Voilà, mais je laisse Guillaume vous montrer ce que ça peut donner. Merci Patrick. Alors dans le manuel, ce deuxième temps s'intitule « Explorer ». On a beaucoup cogité, on a choisi finalement ce verbe « explorer » pour qualifier ce deuxième temps. Sur une page ou sur une double page, ça dépend. L'élève est invité à répondre à une question. Chaque activité est formulée toujours sous la forme d'une question qu'on a voulu simple, stimulante, espérons-le, comme vous avez là quelques exemples. Et c'est à cette question simple que l'élève doit apporter une réponse. Donc l'activité est très bien identifiée. Il s'agit de travailler à la fois un thème précis et une compétence. Comme vous le voyez là, la compétence est explicitement signalée. Hein. Là, c'est croiser des documents et on doit répondre à la question comment la monarchie tente-t-elle d'imposer le catholicisme. Ces pages commencent toujours par un complément de cours. Vous voyez là, il y a
Donc, on trouve du cours aussi, ça me paraît très important, et ça, c'est quand même assez nouveau. On trouve du cours, un petit complément de cours, dans ces pages, double page explorées, qui fournissent évidemment toutes les informations nécessaires aux élèves pour bien comprendre les documents. Alors, cette activité, donc, ça permet de travailler une compétence très clairement identifiée, et on a une boîte d'activité qui est construite pour aider l'élève à répondre à cette question de départ, comme vous voyez là sur l'écran. Ces pages, donc, on les a conçues complètement sur mesure pour nous adapter aux réalités de la classe de seconde. Au fond, ça veut dire qu'on a un peu renoncé à ce que j'appellerais les dossiers à l'ancienne, les études de documents à l'ancienne, avec 4, 5, 6 documents, où on tentait de traiter exhaustivement un thème. On a voulu changer un peu là, en proposant donc dans ces pages explorées une étude qui est plus resserrée. Le thème est resserré sur quelques documents en nombre limité. Donc, on a fait tout un travail très important de choisir le bon document. Et quand il y a plusieurs documents, parfois, on désigne clairement l'un des documents comme le document clé, qui est vraiment celui qui est au cœur de l'activité, les autres étant là pour le compléter, aider à comprendre le document clé. Ça me paraît aussi relativement nouveau. Et ça permet de travailler complètement à la carte. Le professeur choisit les pages explorées en fonction du niveau de ses élèves, et pour faciliter la différenciation, on les a étoilées, si j'ose dire. Chaque page ou double page explorée est 1, 2 ou 3 étoiles selon le niveau de difficulté, ce qui aide le professeur à différencier le travail. Voilà comment on a essayé d'appliquer dans le manuel cette deuxième phase. Très bien. Merci Guillaume. Avant d'enchaîner sur la suite de cette partie, on voulait lancer un nouveau sondage sur vos pratiques de classe. Donc, une nouvelle question va apparaître sur vos écrans. Cette question, c'est: est-ce que vous faites travailler les élèves en équipe? Donc, on attend un petit moment. Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Voilà, je pense qu'on peut c'est bien. clôturer le sondage. Je vois que beaucoup d'entre vous font déjà travailler leurs élèves en équipe, donc vous allez certainement apprécier ce qui va vous être présenté maintenant par Guillaume et qui parce qu'on a voulu dans l'un des chapitres du manuel. Oui, on a voulu proposer du travail en équipe à travers cette double page explorée qui s'intitule « Les femmes étaient-elles en marge de l'activité scientifique au XVIIIe siècle ?» Et on a divisé la classe en 4 groupes. Chaque équipe va travailler sur une femme. On a choisi 4 femmes de sciences qui ont joué un certain rôle, qu'elles sont plus ou moins connues. Chaque équipe va travailler, chaque équipe a le même questionnaire sur chaque femme. Et ensuite, il y a une mise en commun. Chaque groupe désigne un expert. Il y a une phase de mise en commun de ce travail qui permettra ensuite de répondre de façon étayée à la question de départ. Patrick, tu peux peut-être compléter. Donc, ça s'appelle le dispositif en jigsaw. Oui, pas longtemps. Hein, c'est donc ce qu'on appelle généralement le dispositif en jigsaw ou puzzle en français, si on traduit l'expression. C'est un dispositif de travail de groupe qui est assez connu, assez classique et qui fonctionne très très bien dans ce cadre-là. Donc, il faut savoir que c'est un dispositif de mise en équipe qui a été adopté dans les manuels Nathan depuis quelques années maintenant, qui fonctionne très bien au collège et qu'on développe aussi sur la partie lycée. Donc, évidemment, c'est une occasion pour vous de faire du travail de groupe, si vous le souhaitez, en ayant déjà toute l'activité prête. Et souvent, ce travail de recherche de documents est assez long et chronophage. Et là, vous avez la possibilité de le faire. Donc, vous avez les 2 temps, comme l'a expliqué Guillaume. Vous avez un temps
groupes de départ, hein. Certains dans la littérature peuvent appeler ça aussi des groupes d'experts. Et ensuite, vous avez un expert de chaque femme, là en l'occurrence, qui va rejoindre un autre expert et former des groupes comme ça où ils vont pouvoir mettre en commun et répondre à une tâche qui va être annoncée dès le départ et ça fonctionne très très bien. Donc voilà un exemple de travail de groupe tout à fait possible par le biais du manuel scolaire. Très bien, eh bien on va pouvoir faire un nouveau temps d'échange et de questions. Alors, une première question très précise sur le fonctionnement du manuel. Les réponses aux questions des activités n'auront-elles pas déjà été données lors de la transmission du cours noyau? Est-ce que ce n'est pas gênant que les élèves en aient déjà entendu parler ou aient déjà eu des explications sur le sujet? On va laisser Patrick répondre. Patrick? Ouais, ça, je peux vous répondre. Au contraire, c'est très très important justement. C'est le fameux principe itératif, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de découvrir, hein. L'idée est de réutiliser ce qui a été vu et d'approfondir avec de nouvelles connaissances. Mais vous ne pourrez accrocher vraiment la compréhension de nouvelles connaissances que si vous en avez à la base. Donc, les activités ne sont pas une simple réutilisation du cours noyau. Elles nécessitent la réutilisation du cours noyau, mais adaptée à un nouveau contexte, à une nouvelle découverte qui, en plus, vous apportera des connaissances complémentaires et un travail spécifique sur une compétence disciplinaire. Donc non, au contraire. Et c'est vraiment justement une chance de pouvoir réutiliser ces connaissances-là et de pouvoir les assimiler. Voilà. Très bien. Alors une autre question très concrète de Manon qui s'inquiète un peu sur le temps à consacrer à tout cela. Donc je vous lis sa question. Si on prend le temps en classe de faire le cours noyau, le temps de réactivation, d'évaluation diagnostique et des parcours différenciés d'activités, combien de temps en moyenne passe-t-on sur un thème? Souvent, soit le cours, soit les activités sont un peu sacrifiées par manque de temps, selon les approches pédagogiques que l'on souhaite réaliser. Et une partie se retrouve à faire à la maison. Donc concrètement, comment est-ce que vous voyez l'organisation des choses? Alors, on ne change pas le volume horaire, hein, ce que vous organisez. Alors ça, on pourra peut-être en reparler hors visio parce que ça dépend comment dirais-je, de ce que vous souhaitez vraiment mettre en avant. Une chose est sûre, c'est que le cours noyau n'est pas réductible. Donc, vous allez avoir du mal à réduire le temps de transmission du cours noyau. Mais c'est un temps qui doit être assez rapide, encore une fois. Pourquoi? Parce que la découverte du cours noyau, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Guillaume, est un temps de transmission, c'est pas un temps de découverte par les documents. Or, ce qui est très long dans notre enseignement, vous le savez, c'est de découvrir par les documents, qu'ils répondent aux questions ou à d'autres types d'activités, et ensuite les corrections. Donc ça, ce temps-là, il va être très clairement réduit. Le temps d'approfondissement, ensuite, vous allez le caler sur l'horaire que vous allez dédier à ce chapitre-là. Donc, on en reparlera, mais tout n'est pas forcément à faire, hein. Guillaume, tu confirmes? Ben oui. Ben oui, bien entendu. Et c'est l'avantage de ce concept, de ce manuel, c'est que chaque collègue peut choisir le chapitre auquel il consacrera un peu plus ou un peu moins de temps, en dosant le nombre de pages explorées, en quelque sorte. On assure la base avec le cours noyau, et ensuite, on peut faire ça un peu à la carte. Et c'est comme ça qu'on pourra traiter le programme. Il y a des chapitres qu'on va traiter plus rapidement et d'autres qu'on va plus approfondir. C'est aussi peut-être un choix selon le goût des professeurs, et pourquoi pas, hein, et l'intérêt qu'ils portent à tel ou tel thème du programme. Mais justement, c'est comme ça qu'on va pouvoir enfin traiter le programme un peu sur mesure, en variant un petit peu les dosages. Ce que je vous conseillerais en tout cas, c'est de garder à peu près toujours le même temps pour la transmission du cours noyau, et par contre de moduler le temps accordé à l'approfondissement en fonction de vos besoins, de ceux de vos élèves, de votre appétence aussi pour tel ou tel chapitre. On a tous des chapitres un peu favoris, entre guillemets, d'autres pour lesquels on passerait l'année, hein. C'est le syndrome de l'Égypte, comme dirait l'autre, en classe de 6e. Mais voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, évidemment, et heureusement d'ailleurs. C'est ce qui fait la beauté du métier.
Exactement. Très bien, je pense qu'on a le temps encore pour une question qui porte sur la différenciation, donc les activités différenciées qui ont été montrées tout à l'heure. Est-ce que les activités différenciées d'un même chapitre portent sur les mêmes compétences? Alors, est-ce que les activités différenciées d'un même chapitre? Moi, je comprends. Est-ce que on a un niveau 1 est-ce que pour chaque compétence, on a un niveau 1, niveau 2, niveau 3? Non, 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 non. C'est en fonction aussi du thème, si j'ose dire. Il y a des thèmes qui sont plus difficiles à appréhender que d'autres, des documents qui sont plus complexes que d'autres. Donc, avec une même compétence, on peut avoir des niveaux de difficulté variables. Donc, si j'ai compris la question, bah, la réponse serait non. Ça dépend, le niveau de difficulté ne dépend pas de la compétence. Mais si on veut travailler, étudier un document, on va pouvoir trouver une activité niveau 1, mais on va trouver également une activité niveau 2, une activité niveau 3, ce qui fait que chacun, selon son niveau, pourra travailler cette compétence. Il y aura aussi, bien entendu, des ressources en ligne qui vous permettront aussi de récupérer d'autres formes d'activités pour exactement le même document et la même page dans le manuel. Je pense que c'était ça aussi la question, hein, d'avoir des itinéraires qui sont différents pour la même approche thématique ou la même approche du document. Oui. Vous pourrez avoir, par exemple, des questions sur documents assez simples et assez linéaires pour certains élèves plus en difficulté, des questions beaucoup plus ouvertes pour d'autres, ou des tableaux d'extraction à compléter, des choses comme ça. De toute façon, dans le manuel, vous avez des parcours qui vous seront proposés aussi en ligne et qui seront différents. Très bien, peut-être une dernière question sur un point qu'on n'a pas abordé. Cela concerne les points de passage et d'ouverture. Puisque Camille s'inquiète de savoir s'ils sont tous traités et s'ils sont traités dans le cours noyau ou dans les explorés, ou les deux. Alors, ça, c'est très important, effectivement. Les PPO, ils sont évidemment tous traités. Ils apparaissent tous dans le cours noyau. Après, ils peuvent aussi apparaître dans les pages explorées, avec des traitements un peu différenciés. Le choix qu'on a fait, qu'on assume totalement, hein, c'est bien sûr de traiter tous les PPO, mais de consacrer plus de temps à certains qu'à d'autres. Et ils sont évidemment tous traités. Patrick, d'ailleurs, peut-être compléter ce que je viens de dire. Oui, en fait, à tort, hein, on croit souvent que tous les PPO doivent être traités de manière approfondie, mais les programmes ne demandent pas ça du tout, hein. Les points de passage et d'ouverture sont des repères chronologiques que les élèves doivent maîtriser à l'issue de la transmission du cours noyau, des repères. Libre à vous ensuite de les approfondir, ces repères, par des activités spécifiques, et c'est ce que Guillaume et son équipe proposent, c'est que certains PPO, pas tous, sont en effet traités avec une activité dans la partie explorée. En revanche, il y a certains PPO qui ne sont que explicités dans le cours noyau, et ça suffit. C'est vraiment les recommandations qu'on a, hein, et qu'il faut mettre en œuvre, parce que sinon, si on traite tous les PPO de manière approfondie, pour le coup, là, on n'arrivera jamais à faire le programme, et c'est déjà assez compliqué en seconde comme ça. Voilà. Très bien. Alors, peut-être une dernière question, puisque je pense qu'on a encore un petit peu de temps. Est-ce que vous conseillez de laisser choisir les élèves ou le professeur impose-t-il le niveau à traiter? Peut-être. Ouais, moi je travaille beaucoup avec des collègues d'EPS, et ma femme est d'ailleurs prof d'EPS aussi, donc vous voyez. Et eux, ils ont l'habitude de dire choisissez votre niveau, faites-vous confiance, choisissez votre niveau et ensuite vous adaptez si c'est trop facile, trop difficile. J'ai envie de dire que c'est un peu le plaisir du prof, c'est que vous allez justement observer vos élèves travailler, voir si c'est trop facile, s'il a fini en 5 minutes alors qu'il devrait mettre quand même une demi-heure à faire l'activité, ou si au contraire l'élève est en manque de confiance et prend systématiquement l'activité qui n'est pas celle de son niveau. Bah, vous allez être dans le dialogue avec eux, hein. Vous allez expliquer, vous allez leur demander d'être plus ambitieux, ou au contraire de reprendre un peu les bases parce qu'il a peut-être vu un peu haut dès le départ. Donc voilà, c'est ce qui fait en fait tout le charme de ce métier-là, c'est que j'ai envie de dire,
vous faites comme vous voulez. Soit vous les laissez choisir, soit vous imposez. Vous êtes pas, je pense qu'il faut aussi changer. Un coup, vous faites, vous imposez, un coup, vous leur proposez de choisir leur activité. On n'est pas obligé de traiter les activités dans l'ordre, ça c'est important aussi. Vous pouvez commencer par des activités qui se trouvent à la fin de la partie explorée du manuel. Voilà, c'est vous qui voyez comment vous organisez, voyez le temps que vous avez et n'hésitez pas à adapter en fonction de ce que vous observez évidemment dans la mise en œuvre avec vos élèves. Et je vois une dernière question qui vient d'apparaître. À quel moment corrige-t-on les activités? Ouais, alors ça c'est très important. Bonne question parce qu'en fait c'est un gros problème les corrections en cours parce qu'il y a une vraie perte de temps. Donc tous les auteurs, y compris Guillaume, ont fait des corrigés des activités, des corrigés à la portée des élèves. Très clairement, ne vous lancez pas dans une correction magistrale de chacune des activités. Là, il faut laisser l'élève en autonomie. Ils doivent être capables de comparer en fait son travail avec le corrigé qui est proposé. Et éventuellement, vous faites une reprise à la fin de ce qu'il fallait retenir de cette activité-là. Mais de corriger dans le détail chacune des questions, ça me semble trop chronophage. Donc, vous avez les outils pour corriger. Je pense que les élèves sont capables de les utiliser seuls, de comparer ce qu'ils ont fait. Et là, vous allez vraiment gagner un temps assez incroyable et en vous laissant en plus un temps de reprise en fin de séance qui sera largement suffisant. Voilà. Très bien, merci Patrick, merci Guillaume. Je pense qu'on va enchaîner. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à continuer de les poser. On répondra à la fin ou par mail à l'issue du webinaire. Donc, j'enchaîne avec une question de mon fait, cette fois pour Guillaume, puisque vous nous avez présenté toutes les innovations pédagogiques liées au cours noyau, mais sur le fond, est-ce que dans la nouvelle édition de Quintrex seconde, il y a des thèmes particulièrement nouveaux, des choses originales? Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés dans cette édition 2024? Ben oui, heureusement, hein. C'était un peu notre but aussi, hein. C'était de renouveler les documents, de se faire plaisir et de faire plaisir aux collègues. Justement, si on avait approfondi tous les PPO, tout le monde aurait fait le même cours, tous les manuels se seraient ressemblés et tout le monde serait vraiment ennuyé. Donc nous, on a voulu, évidemment, si on fait un nouveau manuel, on va renouveler et on va tenir compte des évolutions de l'historiographie, on va trouver des beaux documents, des thèmes qui changent un peu. Donc c'était évidemment un de nos premiers objectifs. Et vous voyez, par exemple, là, on a une double page qui est centrée sur cette artiste, cette femme artiste, peintresse de la Renaissance, qui n'est pas très connue et qu'on met en valeur à travers le thème de l'autoportrait. On peut donner un autre exemple. Ça, c'est une page que j'aime beaucoup, le français, langue du royaume. C'est là qu'on a un PPO sur l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui est un document très difficile à exploiter. Là, on a pensé que c'était intéressant d'élargir à cette réflexion sur le français. Vous verrez, on a des documents vraiment très sympas sur cette question, ça va d'ailleurs peut-être un peu surprendre des élèves. Le français est-il vraiment la langue du royaume? Et puis, on peut prendre un troisième exemple, qui est là aussi, c'est une bonne façon, je trouve, que nous avons trouvé de retravailler ce PPO sur les riches et les pauvres à Paris, ce qui est quand même un thème assez compliqué à traiter. On a eu cette idée de le traiter par l'alimentation. Et en fait, on s'aperçoit que le biais de l'alimentation est une excellente manière, je pense que ça va intéresser les élèves, de traiter des inégalités sociales à Paris au XVIIIe siècle. Voilà quelques exemples du renouvellement des approches et des thèmes. Et puis on a aussi eu l'idée de faire une page qu'on a appelée Vers l'aspect AGGSP, parce que quand même, on s'est dit le prof d'histoire, il a intérêt à peut-être à attirer les élèves vers cette spécialité pour la classe suivante. Et donc, on a conçu pour chaque chapitre une page où on essaie de faire le lien entre le chapitre, la thématique du chapitre, et ce qu'on peut trouver dans les programmes AGGSP de première ou de terminale.
Et donc, à travers un thème, c'est toujours aussi une sorte d'activité, toujours, avec une question, un petit complément de cours, un document, et ça permet de faire le lien vers cette spécialité. Ça aussi, c'est une petite nouveauté. Très bien, merci Guillaume. Donc, on va peut-être passer à la dernière partie de la séquence d'apprentissage sur le cours noyau. Donc, Patrick, est-ce que tu peux nous présenter la suite après avoir approfondi les connaissances et les compétences? Que se passe-t-il? Donc, c'est le temps de l'après, hein, tout simplement. Donc, chaque élève a approfondi de manière différenciée ses connaissances et ses compétences, comme vous le voyez. Donc, il va falloir, en fait, ça va être le temps de l'évaluation. Alors, de quelle évaluation parle-t-on? En fait, il faut comprendre que l'évaluation est vraiment un soutien très explicite aux apprentissages, c'est-à-dire j'ai une collègue qui s'appelle Anne-Sophie Gras qui dit toujours « évaluer, c'est apprendre ». Et de fait, évaluer, c'est apprendre. C'est-à-dire que on va, après ce temps du pendant, on va offrir des situations où les élèves vont pouvoir s'exercer encore à nouveau et consolider leurs apprentissages. Alors, comment mettre en œuvre ce temps de l'après? Tout simplement en réalisant avant l'évaluation sommative de fin de chapitre, de fin de thème ou l'évaluation bilan que vous pourrez faire, de proposer des temps où ils vont s'exercer en autonomie, ils vont faire des erreurs, ils vont se tromper sur des évaluations qui seront non étayées, ça c'est très important, on lève l'étayage, on lève aussi la différenciation, notamment il faut que l'évaluation soit complexe, au sens d'une situation complexe, sans étayage, très proche finalement de ce que l'élève va devoir réaliser lors de votre évaluation sommative. Donc en fait, il va pouvoir, pendant ce temps d'après, identifier ses lacunes, ajuster, remédier, retourner travailler son cours noyau, revoir ce qu'il a travaillé dans les approfondissements, et il va encore une fois avoir un temps où il va pouvoir se tester, soutenir ses apprentissages et bien sûr les améliorer. Donc c'est très très important cette partie-là. Elle n'est pas nécessairement tout le temps en classe, elle peut être aussi hors classe. Une chose est sûre, qu'il faut qu'il y ait un dialogue entre vous et l'élève sur justement ses fragilités, ce qu'il a réussi, ce qu'il n'a pas réussi, ce pourquoi il doit encore s'entraîner. Donc elle peut s'accompagner en tout cas vraiment d'un bilan de l'élève, où il en est dans ses apprentissages. Donc tout à la fin, finalement, on travaille encore sur des formes d'évaluation, et puis tout à la fin, c'est l'évaluation sommative, qui peut être aussi finalement une évaluation certificative à partir de la classe de première, puisque évidemment, les évaluations que vous donnez participent à l'obtention du bac à travers le contrôle continu. Donc elle est vraiment, je répète, c'est une évaluation qui n'est ni différenciée, ni étayée par des aides, et l'élève va devoir travailler seul et en autonomie sur ce qu'il a appris pour vérifier que tout est maîtrisé. Voilà Guillaume, je te laisse la main. Oui, alors donc on termine chaque chapitre donc par une double page s'évaluer, comme vous voyez à l'écran. Dans cette double page s'évaluer, on propose aux élèves et à leurs professeurs toute une gamme en fait. Il faut choisir là-dedans toute une gamme d'exercices pour préparer les élèves aux exercices de la série technologique. On a prévu des questions de connaissances et une étude de documents avec des questions. Et puis, pour entraîner les élèves de la série générale, on trouvera des études de documents avec consignes et puis des sujets du type répondre à une question problématisée. Donc, on a vraiment tout le panel des exercices qu'on peut utiliser comme on souhaite. Et comme on le disait tout à l'heure, dans le livre du professeur, chers collègues, vous allez trouver la totalité des corrigés, entièrement rédigés, de façon, comment je dirais, raisonnable, enfin, en fonction de ce qu'on peut attendre des élèves. Très bien, merci Guillaume. Eh bien, on a encore un tout petit peu de temps pour prendre quelques questions, si vous en avez. Alors, je regarde ce que vous avez envoyé.
sur l'évaluation ou sur l'ensemble de ce qui a été présenté lors de ce webinaire, parce qu'on a quasiment terminé. Alors, une question de Magali, on y a déjà répondu en partie, mais peut-être pour conclure, est-ce que ce manuel induit forcément de mettre en œuvre la pédagogie du cours noyau de A à Z? Pas du tout. Est-ce que je peux m'y retrouver dans ce manuel si je n'ai pas envie de faire la pédagogie du cours noyau? Mais bien entendu, bien entendu. Il n'y a aucune obligation de pratiquer la pédagogie du cours noyau. Le manuel est parfaitement utilisable par des professeurs qui ne voudraient pas utiliser strictement cette pédagogie. N'est-ce pas, Patrick? Oui, complètement, hein. Après, vous pouvez utiliser les ressources qui sont proposées comme vous le souhaitez, remettre le cours après les activités explorées si vous voulez revenir à une autre façon de faire. C'est un outil, c'est certainement pas voilà, on n'impose rien, tout simplement. Voilà, c'est à vous d'utiliser. Par contre, c'est vrai que vous avez des innovations qui sont voilà, stimulantes, je pense, à tester, et puis pas forcément tout le temps si vous avez peur de tout mettre en œuvre dès la première fois. Et si vous avez des collègues qui ne souhaitent pas du tout entendre parler du cours noyau, on peut utiliser ce manuel, évidemment, de façon très classique. C'est pas péjoratif que de le dire, il n'y a pas une meilleure méthode qu'une autre, simplement une envie de faire différemment pour améliorer l'apprentissage des élèves. Et c'est en tout cas une possibilité, mais non une obligation, très clairement. En tout cas, avec les pages explorées, vous avez des activités vraiment calibrées pour les élèves de seconde. Ça me paraît quand même assez nouveau. On a vraiment voulu faire quelque chose directement utilisable, avec une question simple, des documents en nombre limité, et ça, c'est applicable par tout le monde. Une des ambitions quand même très fortes, c'était de finir le programme quand même aussi, hein, très clairement, hein, qu'on avait affiché avec Guillaume. Alors, je ne dis pas que vous réussirez nécessairement en utilisant le manuel, mais on a déjà fait des coupes et des choix voilà, qui j'espère, vous satisferont. Pardon, Julie. Alors, j'ai une question très importante qui concerne l'évaluation. Donc, bien. Pour l'évaluation sommative, est-ce qu'elle doit se concentrer uniquement sur le cours noyau ou peut-elle faire une place à ce qui a été vu dans les approfondissements, à votre avis, sachant que, évidemment, tout le monde n'aura pas forcément fait les mêmes explorés? C'est très important. Vas-y, Guillaume, si tu veux répondre. Non, vas-y, Patrick, vas-y. C'est très important cette question parce que, en fait, la compréhension vraiment de l'évaluation a des conséquences sur la compréhension de ce qu'est le cours noyau. Le cours noyau, c'est la maîtrise satisfaisante, uniquement satisfaisante, d'un élève de seconde par rapport à des attendus de contenu et de compétences. Donc c'est satisfaisant, c'est-à-dire que vous allez placer le curseur d'un point de vue note, on va parler chiffres si vous voulez, voilà, entre 10 et 13, quoi, satisfaisant. En revanche, évidemment que si vous souhaitez que vos élèves, et notamment vos bons élèves et ceux qui ont vraiment une appétence pour les sciences humaines, aillent plus loin, bah, il va falloir aussi les évaluer. Et si vous voulez passer le 15, pour dire les choses simplement, il va aussi falloir les évaluer sur des activités qui ont pu être faites dans le cadre de la phase d'approfondissement. Par contre, il va falloir jongler parce que si vous ne donnez pas les mêmes activités avec vos élèves, il va falloir peut-être travailler un petit peu plus votre forme de devoir. Et c'est ça qui est passionnant aussi, c'est que vous allez vraiment pouvoir prendre en compte l'hétérogénéité de vos élèves. En tout cas, nous, nos évaluations prennent en compte certaines activités d'approfondissement, pas toutes. Elles prennent notamment en compte les activités les plus faciles que tout le monde aura pu faire. Voilà. Très bien, encore une question sur l'évaluation. Pourquoi une absence d'étayage lors des évaluations qui permettent de s'exercer? Parce que, je te coupe encore, Guillaume, excuse-moi. Vas-y, c'est pour toi. Parce que justement, il va falloir voir à un moment ou à un autre, et notamment à la fin, il va falloir justement se tester sans étayage pour vraiment avoir conscience
si on maîtrise ou pas à la fois les connaissances et les capacités qui ont été travaillées. Et alors l'étayage, vous pouvez l'apporter ensuite si vous le souhaitez, si vous constatez que les élèves ont des difficultés. On n'a pas parlé par exemple d'une chose, c'est qu'on n'a pas de page méthode spécifique dans le manuel. La méthode, elle est filée tout au long du manuel à travers nos activités, à travers des petits blocs méthodes. Si vous voyez qu'il y a un manque de méthode encore, que c'est fragile, vous pouvez très bien apporter de la méthode, ce genre de choses. Mais l'idée quand même du après, c'est qu'il n'y a plus d'étayage justement pour vérifier en situation de manière complexe, si les élèves maîtrisent ou non à la fois les contenus et les capacités. Voilà. Alors, toujours une question sur les compétences. Comment est pensée la progressivité de l'acquisition des compétences tout au long de l'année? Alors, vas-y Guillaume, si tu veux, ou moi je peux répondre. Oui, vas-y. Alors là, je peux répondre parce que c'est un travail spécifique que j'ai fait dans le manuel, c'est-à-dire qu'on a vraiment mis à plat toutes les activités que les auteurs nous proposaient. Donc on a d'abord vérifié qu'on avait une diversité de la construction des compétences qui étaient proposées dans le manuel. Hein. Ça allait de l'histoire de l'art à la confrontation des documents, en passant par le langage graphique et faire un schéma, etc., etc. La progressivité, elle vient aussi dans la difficulté des activités qui sont proposées, soit par la nature même des documents, soit par des activités qui vont être, on va dire, de moins en moins guidées. La progressivité, on vous laisse aussi la main dans le sens où vous avez la possibilité de choisir de donner justement, encore une fois, des étayages qui sont disponibles en ligne ou de ne pas les donner. Donc, vous allez pouvoir peut-être en donner un peu plus en début d'année, puis au fur et à mesure que vous allez progresser, que les élèves vont progresser dans leur découverte et dans leur construction de compétences, vous n'allez pas du tout leur donner cet étayage qui vous est proposé en ligne. Donc, puisqu'il y a beaucoup de ressources, Julie va vous en parler dans peu de temps. Oui, alors il y a encore quelques questions. On va essayer d'aller un petit peu vite, mais une question qui revient sur les pages AGGSP, une question de Vincent, qui d'ailleurs trouve que ces pages sont une très bonne idée, et qui nous demande si les points de programme de la spécialité sont bien indiqués aux élèves qui ne connaissent pas encore le programme de spécialité. Oui, bien sûr. Il y a dans chacune de ces pages, on indique le programme avec lequel on fait le lien, que ce soit dans un manuel de programme de première ou de terminale. C'est explicitement mentionné, bien entendu. Et je peux juste compléter en disant que dans la version numérique, on propose un accès aux doubles pages du manuel d'AGGSP première ou terminale sous la forme d'un PDF. Et donc, on peut consulter les pages qui sont en rapport avec le point traité. Et peut-être une dernière question, alors qui nous sort un petit peu du manuel, mais qui est intéressante tout de même. Je pense que c'est plutôt pour Patrick. Le cours noyau est-il applicable en géographie malgré la présence de la traditionnelle étude de cas en début de chapitre? Alors oui, alors là on sort, excuse-moi Guillaume de parler de géographie, hein, Pas de problème, j'adore la géographie. Donc ça me fait plaisir. C'est sûrement un copain à moi qui pose la question, non je plaisante. Oui, c'est plus compliqué, mais c'est faisable. En fait, l'étude de cas en effet va être réduite, hein, et le cours noyau va être la traditionnelle mise en perspective qui va venir après une étude de cas. Donc votre mise en perspective, la consignation de la mise en perspective, le changement d'échelle notamment, c'est là que vous allez pouvoir consigner ça par une carte, par des schémas, etc. et que vous allez mettre en œuvre le cours noyau. Mais vous partez en effet d'un espace que vous allez étudier, d'une étude de cas, et vous allez ensuite généraliser, voir les invariants, les différences à d'autres échelles, et c'est là que le cours noyau va apparaître. Donc, oui, on fait des études de cas, donc on est là plus dans une logique inductive, mais un peu modifiée, pour aller un petit peu plus vite quand même sur l'étude de cas. Ce qu'il faut évidemment à tout prix éviter, c'est que nos élèves deviennent des grands spécialistes des études de cas et ne se connaissent absolument pas leurs repères géographiques qui sont pourtant proposés dans nos mises en perspective. Donc attention à ça, à ne pas passer trop de temps sur les études de cas, qu'ils deviennent des experts de l'aéroport de Roissy et non pas qu'ils aient une compréhension globale des mobilités. Voilà, c'est ça en fait l'enjeu.
Mais la logique du cours noyau, en fait, ne fait pas disparaître l'étude de cas. Elle en réduit l'importance, mais pas la logique de découverte, en tout cas. Voilà. Et là, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je me ferai un grand plaisir de vous parler géographie. Mais là, je sens bien que Guillaume est en train de partir. Donc, Pas du tout. Non, mais pour faire plaisir à Guillaume, on va quand même lire la remarque de Vincent qui nous dit « Le manuel Lequintrec a toujours été une référence pour l'innovation pédagogique. Merci de proposer un manuel si riche. À chacun d'inventer les parcours d'activité qui vont avec. » Donc, merci Vincent. Et puis, Ah oui, merci Vincent. je peux rajouter juste un mot là-dessus, Julie? Bien sûr. Oui, juste, merci de la remarque et c'est très important. Moi, j'y attache beaucoup d'importance. N'opposez pas innovation pédagogique et contenu. Il faut être ambitieux dans les deux et on peut faire du contenu très ambitieux avec des innovations pédagogiques. Ça, j'y tiens beaucoup et je trouve souvent le ridicule, l'opposition entre les deux qui est, à mon sens, complètement stérile. Voilà. Très bien, mais je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. Encore une fois, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail si vous en avez d'autres. Je vais reprendre la main juste un tout petit instant parce qu'il est déjà plus de 17 heures pour vous présenter tout ce que nous avons proposé également en numérique puisqu'il existe une version numérique du manuel. Nous avons pensé à tous les enseignants qui se trouvent dans des régions 100% numériques, mais également à tous les enseignants qui utilisent nos nombreuses ressources numériques en complément des manuels papier. Donc, vous trouverez, comme habituellement, les cartes en version interactive, tous les textes des cours et des documents en version audio et également en version adaptée au 10. Vous trouverez également de nombreuses vidéos documentaires qui vous permettent d'approfondir certains points des cours ou des explorés. Mais vous trouverez également des vidéos inédites. Alors, il s'agit d'une part de vidéos d'historiens. Pour chaque thème, nous aurons une vidéo d'un spécialiste du thème qui présentera le contenu du thème et ses enjeux. Et nous aurons également des vidéos inédites que j'appelle vidéos métiers. Et nous sommes allés à la rencontre de professionnels qui exercent un métier en rapport avec l'histoire ou qui ont fait des études d'histoire pour montrer aux élèves un peu des pistes d'orientation. Je sais que la classe de seconde, c'est une classe durant laquelle on commence à se poser des questions sur son futur. Et donc, vous aurez des petites interviews d'une conservatrice du patrimoine, d'une autrice qui fait de la vulgarisation en histoire, d'un diplomate. Voilà, on est allé chercher des métiers qui pourraient intéresser vos élèves. Et puis, dernière chose en numérique, nous avons utilisé le numérique pour proposer de la différenciation puisque les textes les plus difficiles du manuel seront accompagnés d'un petit picto différenciation qui permet à l'élève d'avoir un petit peu du vocabulaire, un glossaire qui explique les mots difficiles, un résumé du texte et également un petit QCM interactif qui lui permet de vérifier qu'il a bien compris le contenu du texte. Donc, avant de se lancer dans l'activité, on peut ainsi vérifier, enfin, il peut s'entraîner à la compréhension de base du texte qu'il va devoir étudier. Donc voilà pour le numérique. Je pense que là, on a fait un peu le tour de tout ce qu'on voulait vous présenter. Je vois qu'il y a une dernière question. Ah oui, une question sur le livre du professeur. Est-ce que le livre du professeur est à disposition? Alors, le livre du professeur a déjà été rédigé par les auteurs qui sont tout à fait dans les temps. Donc, maintenant, la balle est dans mon camp et on va faire au plus vite pour le mettre à disposition d'ici fin juillet. En tout cas, vous l'aurez pour la rentrée. On va essayer de le mettre aussi en ligne au fur et à mesure sur notre site compagnon pour que vous puissiez commencer à le consulter, éventuellement commencer à préparer vos cours pour l'année prochaine. Voilà, donc, ce webinaire est maintenant terminé. Donc, nous vous remercions d'y avoir participé. Il y a eu beaucoup de temps d'échange. Merci pour toutes vos questions qui ont permis effectivement d'enrichir le contenu de ce webinaire. Merci à Guillaume et Patrick.
Encore une fois, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Guillaume et Patrick y répondront au plus vite. Une précision, vous recevrez dans quelques jours un lien vers le replay de ce webinaire. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues si vous l'avez trouvé pertinent. Et puis, une dernière info, on vous a préparé un document avec des liens utiles pour approfondir le contenu de ce webinaire, donc notamment l'accès au feuilletage du manuel, la démo du manuel numérique, et plein de petites choses qui peuvent être utiles. Donc, n'hésitez pas à consulter ce document. Voilà, donc je ne sais pas, Guillaume et Patrick, si vous souhaitiez ajouter quelque chose, sinon je pense qu'on va se dire au revoir. On remercie évidemment toutes les collègues et tous les collègues qui ont dialogué avec nous. Eh bien, merci à tous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt, peut-être pour un nouveau temps d'échange. Au revoir. Au revoir.